Moi, je crois à l'indépendance du Québec. Je crois au changement social. C'est ça ma motivation. C'est de faire du Québec un pays. Et je vais prendre les moyens pour y arriver. Alors, ça prend une route à deux voies vers l'indépendance. Soit on la fait, soit on la prépare dans un premier mandat. Moi, je propose de changer l'article 1 pour qu'on réalise l'indépendance dans le premier mandat. Les gens doivent sentir qu'on a un échéancier, qu'on se donne des moyens, puis qu'on rassemble. C'est la seule façon d'y arriver. Alors, on revient au débat du Parti québécois qui avait lieu ce soir à Québec et qui portait sur l'indépendance et sur l'éducation. Tacha, ce soir, est à Toronto, Daniel est à Ottawa et Michel, lui, a assisté à ce débat et il est à Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Michel, on va commencer avec vous. Avez-vous eu l'impression d'assister à une lutte vraiment pour la deuxième place entre Bernard Drinville et Alexandre Cloutier? Qu'est-ce que vous retenez? Oui, il est clair qu'il y a une lutte serrée, serrée. On verra, mais eux se disputent vraiment la deuxième place. Mais je pense que la question la plus importante à laquelle M. Drainville voulait voir ses adversaires répondre, c'est celle qui a été adressée à M. Péladeau. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait s'il n'y a pas moyen de tenir un référendum en 2018? Là, on voit clairement qu'il y a deux écoles, si vous voulez. Il y a M. Drainville qui joue maintenant la carte du pragmatisme, qui dans le fond, a l'air déjà d'être convaincu qu'il ne sera pas capable de chauffer la machine suffisamment pour être en mesure de tenir un référendum dans un premier mandat et qui commence déjà à essayer d'obtenir de ses adversaires leur solution en cas d'impossibilité. M. Péladeau refuse de répondre et je pense que M. Drainville n'obtiendra pas de réponse et que les membres du Parti québécois, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, ne tiennent pas non plus à savoir ou même à envisager la possibilité qu'il n'y ait pas de référendum. Quand M. Drainville chauffait trop M. Péladeau, il y avait des huées qui sortaient. Je pense qu'il y a une espèce de réflexe d'autruche dans tout ça. Tacha, vous, qu'est-ce que vous retenez? Bien, deux vitesses, une vitesse, on sait plus. Écoutez, M. Péladeau, effectivement, n'a pas répondu à la question. Et à maintes reprises, ça a été posé. À un moment aussi, on l'a posé la question et ensuite les autres intervenants ont tous sauté sur la question sans lui laisser même l'espace de répondre. C'est un peu étrange. C'est un peu comme si on ne veut pas vraiment savoir parce que on attend tous que M. Péladeau va remporter cette course et le mettre le plus dans l'embarras de ne pas répondre à la question. Je n'étais pas surprise qu'il y avait des huées parce qu'on veut pas voir que l'empereur n'a pas de vêtements, quoi. Et c'est un peu le cas ici. Je n'étais vraiment pas impressionnée du tout. Il y avait beaucoup de clichés et pas beaucoup de réponses, effectivement. Daniel, vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Évidemment, ils sont tous pour l'indépendance, mais chacun a son chemin pour y arriver. Est-ce qu'il y a un rapprochement possible? Un rapprochement. Écoutez, ils vont tous dans la même direction. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment y aller. Et ce serait présomptueux aussi de dire, voilà, ce qu'on va faire exactement. 3 ans en politique, c'est une éternité. Et si on gagne la prochaine élection, il faut ensuite faire le référendum. On parle de 4 ou 5 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici 5 ans. Tout ce débat-là me semble très hypothétique, alors que les Québécois sont préoccupés par la rigueur budgétaire, par les compressions que le gouvernement Couillard mène, alors que tout le débat tourne autour de ça. On fait un débat en vase clos sur l'indépendance, quelque chose d'hypothétique qui pourrait arriver dans 5 ans. Est-ce que, je pense que Michel a raison, les militants du Parti québécois, c'est des gens intelligents, ils savent très bien que de dire aujourd'hui, on va faire un référendum dans la première année après l'élection, c'est pas responsable. Martine Ouellette peut le dire, c'est son choix, elle a décidé de jouer cette carte-là, elle la joue bien, sauf que c'est pas réaliste, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Moi, je suis d'accord avec Pierre-Carl Péladeau, ne mettons pas de cartes sur la table qu'on ne pourra pas jouer dans 5 ans. Donc, Michel, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand même de cette stratégie? Il a cité Parizeau ce soir, M. Péladeau, en disant pas de stratégie ouverte, donc c'est ça? Oui, bien, M. Parizeau dit toujours ça, mais lui, il avait été parfaitement clair. Et si quelqu'un à l'époque avait dit, écoutez, on n'en parle pas, M. Parizeau aurait été le premier à dire, non, écoutez, là, pour avoir un référendum, mobiliser les gens, il faut absolument avoir une date. Alors, M. Parizeau, il ne faut pas toujours écouter ce qu'il dit, regarder plutôt ce qu'il a fait. Mais je pense qu'il y a plus qu'une volonté chez les militants de garder l'avenir ouvert. Je pense qu'il y a un refus d'envisager toute possibilité qu'il ne puisse pas y en avoir de référendum dans un premier mandat. Pour beaucoup de gens, M. Péladeau est vraiment l'ultime chance d'en tenir un. Alors, ils ne veulent même pas imaginer qu'il puisse ne pas y en avoir un. C'est plus qu'un refus de faire de la stratégie ouverte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du ton des échanges, Tacha?
Il y avait quand même un ton assez acrimonieux, un peu entre Bernard Drinville et Alexandre Cloutier, non? Oui, c'était acrimonieux. M. Cloutier n'avait pas beaucoup de voix parfois, mais c'était aussi, je pense, c'était vraiment comme on était aux années 90. C'était le même sorte de débat sur est-ce qu'on va garder la monnaie, est-ce qu'on va le dollar canadien, qu'est-ce qui va arriver avec toutes les ressources de l'État. C'était un peu fatigant, honnêtement. Et je sais que c'est des questions qui doivent être débattues dans le cas que le Québec se sépare, mais encore, c'est le même débat prématuré qu'on fait avant même que la décision est prise. Et finalement, c'est comme un référendum si nécessaire, mais pas nécessairement un référendum. C'est ça à quoi on aboutit. C'est un cercle vicieux, tout le temps. Daniel, sur le ton des échanges? Oui, écoutez, c'est amusant entre Cloutier et Drainville, entre Drainville et Péladeau. Ça fait un très bon spectacle. Je suis convaincu qu'ils sont sincères aussi, sauf que ça ne va pas très loin. Écoutez, c'est une course à la direction qui est beaucoup trop longue. Dès le départ, tout le monde a tenu pour acquis que Pierre-Carl Péladeau allait gagner. Il n'y a pas beaucoup de suspense, même sur la question de l'indépendance, comment on la fera, il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est un débat qui se fait en vase clos. Ça ne touche pas beaucoup la population. Le nombre de membres du Parti québécois n'a pas augmenté beaucoup. Il n'y a pas eu de facteur Pierre-Carl Péladeau pour faire exploser le membership du parti. Bref, j'ai l'impression que dès qu'il sera élu, Pierre-Carl Péladeau, ou enfin le prochain chef du Parti québécois, pardonnez-moi, va s'attaquer aux vrais problèmes qui sont ceux de l'économie, qui sont ceux de la fiscalité québécoise, entrer dans le débat de plein pied avec Philippe Couillard sur les questions de rigueur budgétaire. Bon, une dernière petite question là-dessus, la question qu'on ne veut pas poser, mais qu'on pose quand même. Donc, qui s'en est le mieux sorti, Michel? Vous qui étiez là-bas, qui pouvez sentir vraiment? Moi, je pense que c'est M. Drainville qui a à tout le moins posé les meilleures questions, qui a mené le jeu du débat. Il n'a pas obtenu les réponses qu'il voulait, mais je pense que c'est lui qui a vraiment donné le ton. Très bien. Alors, on va passer à notre autre sujet aujourd'hui sur la scène fédérale. Depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement de Stephen Harper a subi une série de défaites devant la Cour suprême. Cette semaine encore, le plus haut tribunal du pays a rejeté l'un des volets du programme sur la loi et l'ordre du gouvernement, celui des peines minimales obligatoires pour possession d'armes à feu prohibées. Mais est-ce vraiment une si mauvaise nouvelle que ça pour les conservateurs? Daniel, je vais commencer avec vous sur ce volet-là. C'est un 9e revers pour le gouvernement Harper en Cour suprême. À quoi est-ce qu'on assiste exactement? On assiste à une Cour suprême qui a entre les mains un outil de travail qui lui a été donné par Pierre Elliott Trudeau, qui s'appelle la Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est là-dessus que se basent les juges pour rendre leur jugement. Le gouvernement Harper a décidé qu'il y avait un problème majeur de criminalité au Canada, alors que les statistiques nous indiquent le contraire. Les juges de la Cour suprême, ils les voient, les statistiques. Ils savent que la criminalité diminue au Canada. Ils savent que ce gouvernement-là a un ordre du jour très, 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 très idéologique. Et c'est la raison pour laquelle ils rendent des décisions en se basant sur la Charte canadienne des droits et libertés. C'est ce qu'ils font depuis qu'elle est adoptée. C'est ce qu'ils vont continuer de faire. 7 des 9 juges de la Cour suprême ont été nommés par Stephen Harper. Comment ça se fait qu'ils ne donnent pas raison au gouvernement conservateur? Est-ce qu'ils sont plus intelligents que les autres? Probablement. J'aime le croire. Sauf que c'est peut-être aussi que le gouvernement conservateur n'a pas compris comment évoluait la société canadienne et qu'eux, les juges, l'ont compris. Tacha, est-ce qu'on peut parler d'un affrontement entre la Cour suprême et le gouvernement? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, et je pense qu'il y a certainement un côté politique à la Cour suprême qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais je ne suis pas complètement d'accord avec Daniel que c'est seulement sur la Charte que la Cour base ses décisions. La décision sur le Sénat, c'était vraiment une claque dans la face de M. Harper et c'était pas basé sur la Charte du tout. C'était basé sur un raisonnement un peu torturé, certains ont dit, un peu comme le raisonnement dans le cas de M. Nadon. Et c'est là vraiment, Juge je pense... Nadon, là. Exactement. La nomination de M. Nadon, je pense, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait frustrer la Cour parce qu'ils ont pensé que M. Harper voulait leur imposer quelqu'un qui n'était pas nécessairement qualifié selon la loi à la Cour. Alors, c'est là vraiment on a vu toute l'animosité entre M. Harper et Mme McLaughlin qui est sortie après ça, des accusations qu'on n'a jamais vues. Chef, hein? Absolument. Et c'est là, je pense vraiment, on voit que, oui, il y a une politisation de la Cour, mais les conservateurs, écoute, ils sont toujours en guerre avec la Charte et la Cour en général. Ils pensent que la Cour utilise la Charte comme une arme contre le conservatisme. Alors, chaque fois que ça arrive, ils envoient des lettres et demandent aux conservateurs envoyez-nous de l'argent parce que effectivement, c'est la Cour qui frustre nos ambitions. Il faut aller plus loin. Donc, politiquement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour eux, quoi. C'est une perte politique, mais en même temps, c'est un gain partisan. Ouais. Michel?
Un affrontement Oui. auquel on assiste, là? Oui, et à plusieurs niveaux. Il y a évidemment l'animosité personnelle entre M. Harper et Mme McLaughlin. Il y a aussi deux conceptions de l'application de la justice là-dedans. Il y en a une, l'approche conservatrice, qui est l'approche punitive, dissuasive. Et l'autre approche, qui est plutôt celle de l'intégration, qui dit que c'est pas parce qu'on tape plus fort sur quelqu'un qu'on va l'amener à la raison. Et en toile de fond, il y a, parce que c'est pas nouveau, ça, l'affrontement entre deux conceptions, qui est celle du gouvernement par les juges, qui a évidemment été renforcée par l'adoption de la Charte, et le pouvoir qui doit être celui des élus. C'est bien antérieur à M. Harper. Il y a des premiers ministres qui n'étaient pas nécessairement des conservateurs, je pense à Alan Blakeney, ou un autre conservateur, M. Lloyd, qui ont souvent dit qu'ils étaient d'abord favorables à la clause non-obstant et qui disaient qu'il faudrait l'utiliser plus souvent, précisément pour démontrer que ce sont les élus qui doivent mener. Et si M. Harper voulait à ce point imposer son point de vue dans la question qui nous occupe, les peines minimales, il pourrait très bien utiliser la clause non-obstant. L'article 12 qui est concerné tombe sous la possibilité de la contourner par la clause dérogatoire. Alors, mais M. Harper ne le fera pas parce que je pense qu'il aime faire que ce débat se poursuive parce que ça plaît à sa base. Daniel, on parle souvent de défaite pour le gouvernement conservateur, mais au fond, ça n'en est pas vraiment une sur le plan politique, alors? Non, absolument pas. Et comme le disait Tasha, ça donne des munitions à Stephen Harper. Il va aller voir les siens. Il va, en leur disant, voyez, cette méchante Cour suprême nous a encore mis des bâtons dans les roues, on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc., etc. Sauf que, si vous remontez dans l'histoire canadienne, jusqu'à Pierre Elliott Trudeau, allons pas trop loin pour ne pas décourager personne, à chaque fois qu'il y a eu des décisions importantes à prendre, que ce soit sur le rapatriement de la Constitution, que ce soit sur la légalité du référendum ou de l'indépendance du Québec, que ce soit sur le Sénat, que ce soit sur la prostitution, sur l'avortement, les politiciens ne sont pas capables de prendre ces décisions-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à la Cour suprême, à chaque fois. Et moi, à la lumière de ce qui s'est passé au Saguenay, le jugement sur la prière, j'ai l'impression que tout le débat sur l'immigration, la place des immigrants, la place de la religion, va encore se décider, non pas dans des débats sur des chartes de la laïcité comme on en a vu au Québec, mais c'est la Cour suprême qui, encore une fois, va décider comment ça devrait se passer. En appliquant rigoureusement la Charte des droits et libertés. Oui. Donc, au fond, Tasha, je reviens toujours au plan politique. Là, pour le gouvernement, ce qui est important, au fond, c'est d'appliquer son programme. Et ensuite, ce qui peut se passer à la Cour suprême ou pas, c'est moins important pour lui, c'est ça? Bien, le gouvernement, certainement, aimerait aller à sa base et dire depuis qu'on est élu, on a fait X, Y et Z sur notre plan pour combattre la criminalité. Mais en même temps, même si la Cour suprême renverse certaines dispositions, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne peut pas trouver une autre façon peut-être de les ramener. Et en même temps, dire à la population ou à la base conservatrice, écoutez, il faut nous donner justement une majorité plus forte, il faut nous donner d'autres outils pour qu'on puisse revenir et essayer de tenter une autre fois. C'est une Cour suprême, je pense, qui, comme j'ai dit, est devenue politisée, mais aussi, c'est vrai que la Charte des libertés, très souvent, il y a des décisions qui sont prises contre les conservateurs. Très bien. Alors, merci. Vous avez été encore une fois très éclairants tous les trois. Merci beaucoup. Au revoir. À la semaine prochaine.